ben, merci Pierre. Eh bien, je remercie donc Pierre-Yves pour m'avoir invité, m'avoir fait découvrir le cercle Aristote. Alors, bon, je ne suis pas trop dépaysé puisque moi, je travaille depuis 2 décennies et plus sous l'égide de Hérodote, donc un autre grec. Enfin, ils se sont pas connus, ils avaient quelques siècles d'écart, mais quand même, ils étaient tous les deux très brillants. Donc voilà. Et alors, ce qui m'amène ici, eh bien, c'est que, comme je vous l'ai dit, je travaille sur l'histoire avec le média Hérodote.net que j'ai créé il y a un certain temps, qui est aujourd'hui le principal site d'histoire en langue française, le principal média. Et il y a quelques années, c'était en 2017, j'ai été choqué, comme un certain nombre de gens qui vivent de l'histoire, j'ai été choqué par la parution d'un livre. Alors, c'était un livre qui collectait 200 contributions d'universitaires. Et chacun s'appliquait dans ce livre à montrer en 3 ou 4 pages, ce n'était pas énorme, mais voilà, il s'appliquait à montrer tout ce que la France doit à l'étranger, et il montrait bien que que les Français eux-mêmes n'avaient contribué à rien à la grandeur de leur pays. Si la grandeur de leur pays était ce qu'elle est, ou avait pu être ce qu'elle est, tout cela n'était pas le fait des Français eux-mêmes, mais de l'étranger. Alors, je ne reparlerai pas plus de ce livre, qui a été publié sous le titre « Histoire mondiale de la France » et qui a été beaucoup critiqué par de très brillants historiens. Mais pour ma part, l'idée a germé, ou l'idée s'est consolidée d'apporter une réponse à ce livre. C'est, comme l'a montré Pierre-Yves, c'est une histoire française du monde. Bon, voilà. Et j'ai voulu replacer l'Église au centre du village, c'est-à-dire plus précisément la France au centre de l'Europe et l'Europe au centre du monde. Alors, bon, j'exagère à peine. Aujourd'hui, ça ferait bien rire d'entendre ça. Dans le précédent millénaire, ça faisait moins rire. C'était à peu près la vérité. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui. Je vais parler du précédent millénaire. Bon, dans ce livre, je remonte aux Gaulois, mais je survole rapidement, puisque on ne va pas insister sur les Gaulois, qui étaient au demeurant en partie nos ancêtres, en bonne partie nos ancêtres. Bon, c'était un peuple très industrieux, c'était pas seulement des guerriers et des chasseurs de sangliers. La Gaule était déjà il y a 2000 et plus, 2000 ans et plus, c'était déjà l'une des régions les plus peuplées du monde. Notre pays a toujours été très dense, très densément peuplé. Pierre Chaunu, l'historien Pierre Chaunu, expliquait que sous le sol repose 5% de l'humanité mondiale, depuis les origines de l'humanité. Il y a 2000 ans, un grand démographe, Biraben, a montré que notre pays avait quasiment autant d'habitants que l'Afrique actuelle, que l'Afrique de l'époque, je veux dire, 12 millions environ. Donc, vous voyez, c'était un pays densément peuplé, qui n'était pas couvert de forêts, mais très, très bien cultivé, qui faisait envie aux Romains, comme vous savez, qui était inventif, parce que les Gaulois, à la différence des Romains et des peuples méditerranéens, n'avaient pas la possibilité de recourir à l'esclavage. Ils ne faisaient pas des conquêtes pour aller ramasser des esclaves ici et là, donc ils devaient travailler avec leur tête. Et donc, ils avaient inventé une moissonneuse, comme on le voit dans certains bas-reliefs découverts en Belgique, et toutes sortes de choses comme ça. Ils avaient inventé quelques autres choses. Mais passons sur les Gaulois. Nous arrivons à l'orée de l'an 1000. L'an 1000, c'est, selon le grand historien Georges Duby, c'est le printemps du monde. J'adore cette formule, c'est très beau. C'est très beau. L'an 1000, le printemps du monde, ouvre sur le beau Moyen-Âge. Les trois siècles qui vont marquer l'essor de notre civilisation, la naissance de la civilisation européenne.
Et dans cette civilisation européenne, la France, ou plutôt l'Hexagone, enfin ce qui est aujourd'hui la France, et qu'on n'appelait pas comme cela à l'époque, est au centre. Notre civilisation, la civilisation européenne, qu'on dit aujourd'hui occidentale, qu'on disait à l'époque la chrétienté, sous-entendu c'est la chrétienté médiévale, c'était le terme consacré, eh bien, elle se situait dans une région que l'on peut délimiter par l'Èbre, au sud, c'est le grand fleuve qui traverse la Catalogne, l'Elbe, à l'est, qui traverse l'Allemagne, le Tibre, en Italie. Bon, voilà. C'était les trois limites de cet Occident où est née la civilisation européenne. Et comme vous le voyez, comme vous l'imaginez bien, dans ce territoire, la France, l'Hexagone, occupe quasiment toute la place. C'est pas un hasard. Alors, c'est à peu près aussi l'Empire carolingien. Et c'est dans ce périmètre que va donc naître notre civilisation et qui va avoir un essor incomparable à toutes les autres civilisations qui ont pu exister avant, en même temps, ou aujourd'hui. C'est très simple, c'est objectif. C'est objectif. Il y a 1000 ans, autour de l'an 1000, dans toute la planète, les gens avaient une espérance de vie qui était de l'ordre de 30 ans, comme à l'époque des chasseurs-cueilleurs. Ça n'avait pas progressé. Un quart des femmes, dans toutes les régions du monde, ou à peu près, à quelques nuances près, un quart des femmes mouraient en couche. La moitié des enfants mouraient avant l'âge de 5 ans. Bon, en 1000 ans, plus précisément en 500 ans, parce que le temps que notre civilisation prenne son essor et arrive à maturité, il a fallu quelques siècles. Eh bien, on est passé à la situation actuelle. Nous sommes là, confortablement installés. Nous avons une chance raisonnable de vivre beaucoup plus longtemps que nos ancêtres, et c'est le propre de tous les peuples de la Terre. Partout, pratiquement, il y a eu des progrès dans l'espérance de vie, dans les conditions de vie. Donc, tout cela a une origine bien ciblée, c'est l'Europe. C'est l'Europe qui a apporté tous ces progrès, pas ailleurs. Hein. Et alors, qu'est-ce qui a pu contribuer à cet essor de l'Europe à partir du Moyen-Âge, à partir de ces ans 1000? Eh bien, c'est un phénomène, d'abord, il y a un phénomène particulier propre à notre région, à notre Occident, c'est le fait que dans le périmètre que je vous ai indiqué, pendant 1000 ans, on n'a connu aucune invasion. Nous sommes la seule région du monde qui, pendant 1000 ans, n'a connu aucune invasion extérieure. Les dernières invasions dans ce périmètre, ce sont les Vikings, les Sarrasins, les Hongrois, qui sont tous arrêtés un peu avant l'an 1000. Et après, plus aucune invasion. Alors, c'est ce facteur qui a pu générer les progrès que l'on sait. C'est pas moi qui le dis. Je vais quand même citer un auteur là qui figure ici. Alors, l'auteur en question, c'est Amin Maalouf. Vous le connaissez, c'est un académicien d'origine libanaise, un brillant historien, romancier, et qui s'est fait connaître il y a très longtemps par un beau livre, un beau petit livre, Les croisades racontées par les Arabes. Et il écrit dans ce livre, à propos du monde arabo-musulman, un nombre considérable de guerriers des steppes, sans aucun lien avec les civilisations arabes ou méditerranéennes, venaient régulièrement s'intégrer à la caste militaire dirigeante. Dominés, opprimés, bafoués, étrangers sur leur propre terre, les Arabes ne pouvaient poursuivre leur épanouissement culturel amorcé au 7e siècle.
Voilà ce qu'écrit Maalouf à propos du monde arabo-musulman. Et nous voyons que c'est l'exact contraire, donc, qui s'est produit pour ce qui concerne notre chrétienté médiévale, c'est-à-dire nous avons pu bénéficier de la tranquillité, de ne pas être dérangés par des envahisseurs comme toutes les autres régions du monde, y compris la Chine, par exemple, qui régulièrement était assaillie par des Mandchous, par des gens des steppes, quoi, hein, et donc à chaque fois était obligé de rebâtir ses acquis. Alors, il s'en est suivi, de cela, il s'en est suivi dans ce beau Moyen-Âge qu'évoquent les médiévistes, Georges Duby, il s'en est suivi pendant ces 3 siècles que les villageois, ont pu petit à petit consolider leurs acquis, renforcer leurs liens, ils ont pu développer génération après génération leur bien-être, enfin se consolider sous la haute protection des seigneurs. Et les seigneurs eux-mêmes, dans un Occident qui, en l'an 1000, était réduit à rien. Alors, par rapport aux autres civilisations islamo-arabes ou byzantines des environs, l'Occident, en l'an 1000, c'est la barbarie la plus absolue, hein. Les famines, les guerres intestines. De l'Église elle-même, on peut se demander si elle va survivre à l'aube de l'an 1000. C'est l'époque au Xe siècle où il y a la fameuse histoire de la papesse Jeanne. Les papes, les évêques de Rome s'entretuent entre eux, c'est l'horreur absolue. On peut se demander donc si cette Église catholique va survivre et ne va pas être dominée par l'Église de Byzance. Et puis, il y a une lueur qui va apparaître à partir de l'an 1000, portée par en particulier le redout climatique, hein, l'optimum climatique médiéval. Pendant 3 siècles, les températures vont se réchauffer d'un tout petit peu, hein, pas comme aujourd'hui, hein, de quelques dixièmes de degrés. Ça suffira pour qu'il y ait des récoltes un peu plus riches, quoi, hein, un peu plus régulières. Et alors, ces paysans, parce que les villes de l'Antiquité ont disparu, il ne reste plus que ce qui ressemblerait à des villages, même à peine tout juste des villages. Et bien, ces paysans, ils vont donc s'organiser entre eux. Et les seigneurs qui tiennent le pays, qui se sont vus confier le pays par Charlemagne, par les différents souverains, eh bien, ils savent qu'ils ne peuvent pas compter sur des esclaves pour les alimenter, ils ne peuvent compter que sur les paysans du cru. Donc, ils les ménagent, les paysans. Ils les ménagent parce qu'ils n'ont pas d'autre solution, hein. S'ils se montrent trop brutaux avec leurs paysans, il y en a qui le font, mais enfin, ça leur réussit pas. S'ils se montrent trop brutaux avec leurs paysans, ils n'ont plus rien à manger, hein. Enfin, ils n'ont plus rien pour s'alimenter. Donc, ils les ménagent, et comme ça, au fil des années, se forge ce que les Anglais appellent la common law, la loi commune. C'est quoi la loi commune? C'est le contraire de l'état de droit que nous refourguent les types de Strasbourg, là, de la CEDH. C'est le contraire. La loi commune des Anglais, c'est le règne de la loi. Ça veut dire que c'est une loi fondée sur la coutume, c'est-à-dire une loi sanctifiée par le temps, par les générations. On respecte une pratique qui a été validée par plusieurs générations et on s'oblige à la respecter, que l'on soit puissant ou pauvre. Et c'est comme ça que se forge cet état de droit, excusez-moi, je ne veux pas de l'expression état de droit qui vient d'un penseur allemand du 19e siècle et qui a été reprise par Bismarck. J'aime pas trop. Alors, donc, le règne de la loi se forge comme ça, petit à petit, dans ce beau Moyen-Âge, ces 3 siècles. Alors, ça se forge où? C'est en France, encore une fois, hein, je vous dis, c'est pas ailleurs. C'est même pas en Angleterre, enfin, c'est en Angleterre à partir de 1066, mais les Anglais eux-mêmes sont des Français qui s'ignorent, comme des Français qui parlent avec un mauvais accent. C'est pas comme le mien qui vient des Pyrénées, hein, je vous rassure tout de suite. Mais voilà. Alors, c'est comme ça que les communautés paysannes vont grandir, vont prospérer,
Et puis, au fil du temps, on voit, c'est au XIIe siècle, on voit les progrès du commerce, parce qu'il y a des surplus agricoles qui génèrent des échanges commerciaux, et puis qui génèrent des activités artisanales dans les villes. Et alors, les villes se recréent. Les villes avaient disparu avec la fin de l'Empire romain en Occident, et là, il y a de nouvelles villes qui apparaissent, et qui ne sont plus du tout ce qu'étaient les métropoles de l'Antiquité, ou ce que sont encore les métropoles des grands empires, ce qu'ont été ensuite les métropoles des grands empires, et ce que tendent à redevenir nos grandes métropoles, c'est-à-dire des cités vouées à la consommation et au pouvoir, et destinées à vivre de l'exploitation des masses laborieuses. Aujourd'hui, voilà, nos métropoles vivent de l'exploitation des Bengalais qui nous fournissent de toutes sortes de choses. Dans les cités antiques, c'était un peu ça. Les métropoles vivaient de l'exploitation des paysans, et puis quand les paysans étaient pas sages, on les remplaçait par des esclaves. Et l'oligarchie qui dominait ces empires se servait des barbares, recrutait les barbares de la périphérie pour dominer les classes laborieuses. Tout cela, c'est le propre des empires. C'est ce que nous explique un grand historien d'aujourd'hui, Gabriel Martinez-Gros. Je recommande sa brève Histoire des empires. Et donc, là, dans l'Occident, qui était en l'an 1000 une terre de barbarie, grâce à cela, grâce au fait qu'ils ont pu rebâtir une civilisation de rien, eh ben, ils vont bâtir cette nouvelle civilisation urbaine avec des villes fondées sur le travail, les paysans, les artisans qui travaillent, qui vont s'approvisionner auprès des paysans, et puis qui échangent les uns avec les autres. Et donc, c'est cette civilisation qui émerge au Moyen-Âge. Et dans ces villes, très vite, il y a des gens il y a donc des confréries artisanales qui se forgent, des maîtrises et autres. Et parmi elles, il y en a même qui font profession de mots. Ce sont des marchands de mots. Ce sont des intellectuels qui s'émancipent de l'Église et puis je suis au XIIe siècle là, en France, et qui font commerce de mots, donc de leur savoir. Et il y a des jeunes, des étudiants, issus de la petite aristocratie, de la petite bourgeoisie, dont les papas ont un peu de sous, et donc qui payent ces maîtres pour qu'ils leur enseignent leur savoir. Alors, c'est la naissance des intellectuels du Moyen-Âge, ce que Jacques Le Goff appelle cela, les intellectuels. Bon, c'est un anachronisme, mais ça correspond à la réalité. Où apparaissent ces intellectuels? À Chartres et à Paris. Encore une fois, on est au cœur de la France, de l'Hexagone, de ce qui sera notre pays, de ce qui était déjà notre pays au XIIe siècle. C'est là, par ailleurs, que apparaissent ces intellectuels. Qu'est-ce qu'ils ont comme propriété, ces intellectuels qui sont à l'écart de l'Église? Ce sont de très bons chrétiens. Ce sont de très bons chrétiens, comme Bernard de Chartres, comme Abélard, qui n'est pas seulement l'amant malheureux de Héloïse, mais qui était à l'époque un très grand savant, théologien. Pas théologien, justement, enfin un penseur, philosophe. Et ces gens-là sont de très bons chrétiens, et en même temps, ils développent l'idée qu'on peut vivre sa foi tout en explorant la science, tout en s'interrogeant sur la science en toute liberté. Ils arrivent à se convaincre, notamment grâce au contact avec les œuvres anciennes d'Aristote et compagnie. Ils arrivent à se convaincre qu'on peut étudier les anciens tout en étant de très bons chrétiens. Ça ne fait pas de problème. La foi est une chose, la raison est une autre. Ils arrivent à mettre en forme la distinction, la séparation de la raison et de la foi. Grâce à quoi? Là, ils ouvrent
un boulevard pour la philosophie occidentale, la pensée moderne, etc., que ensuite, bon, les plus grands savants, les plus grands philosophes vont emprunter sans problème. C'est quelque chose d'exceptionnel. Encore une fois, ça se passe à Chartres, ça se passe à Paris, ça se passe au cœur de la France, ça ne se passe pas ailleurs. Au XIIe siècle, à la même époque, le monde arabo-musulman, là, qui est au sud et à l'est, eh ben, il s'est refermé sur sa pensée. On a estimé qu'il n'était pas possible d'étudier autre chose que le Coran. Le Coran, c'est le livre sacré, bon, paf. Ce qui s'aviserait de penser hors du Coran, c'est vers l'an 1000 que se passe cette fermeture, ben, sont hérétiques, enfin, sont exclus de la communauté ou chassés ou assassinés ou exécutés. Donc voilà. Donc là, c'est quelque chose d'exceptionnel qui se passe en France, encore une fois, hein, et qui va contribuer à ouvrir l'Europe à la philosophie, à la pensée, à la science, à la réflexion. On va séparer la raison de la foi. Alors, j'ai évoqué un petit peu la foi, donc je ne peux pas ne pas parler de l'Église, c'est très important, bien sûr. Et là, permettez-moi de revenir un peu en arrière. L'Église, je vous ai dit qu'au Xe siècle, la papauté était quatrième dessous. L'Église était, les curés, les prêtres de campagne étaient soumis au Seigneur, étaient mal formés, tout ce qu'on veut. La situation était lamentable. Et puis, dans ce paysage de désolation, se passe un petit événement fortuit. À l'époque, bien sûr, personne n'y avait fait attention, personne n'en avait pris conscience. Ça se passe en 910, vous voyez. C'était encore à l'époque des derniers Carolingiens. En 910, quelque part dans une lande désolée de Bourgogne, il y a une poignée de moines. Ce sont des moines, les moines, ils étaient issus quand même de l'aristocratie. Hein, c'était des types qui avaient une certaine stature, évidemment, qui savaient se tenir, qui étaient cultivés et autres. Donc une poignée de moines arrive à convaincre le seigneur du lieu, qui est le duc d'Aquitaine, Guillaume X, je crois, et donc arrive à le convaincre de leur céder un bout de terre, un bout de lande, en un endroit qui s'appelle Cluny, Saône-et-Loire. Et donc, ils commencent à fonder un bout de terre, leur monastère. Bon, il y en avait plein des monastères à l'époque, selon la règle bénédictine. C'était pas le premier, hein. Mais, sauf qu'ils obtiennent de Guillaume un privilège inhabituel. Ils obtiennent de Guillaume que eux, à Cluny, ils ne dépendront pas du Seigneur. Donc, ils ne dépendront pas de Guillaume. Ils ne dépendront que du pape. Alors que précédemment, le clergé, seigneur, le moine, abbé, curé, tout ce qu'on veut, dépendait de leur seigneur et du bon vouloir de leur seigneur. C'était pas terrible pour leur développement. Là, Cluny, donc voilà que très vite, cette poignée de moines va se développer en toute indépendance, et ils disposent d'une arme terrible dont ils vont user. En tout cas, c'est une arme de dissuasion atomique, c'est l'excommunication, bien sûr. Hein. On est dans une époque très croyante, et la simple menace d'une excommunication peut calmer des seigneurs ou quiconque voudrait leur attirer des ennuis. Et grâce à leur indépendance, ne dépendant que du pape, ils vont prendre très vite une grande autorité dans tout l'Occident. Alors encore une fois, ça ne se passe pas ailleurs qu'en France, c'est au cœur de la France, à Cluny, en Bourgogne. Et très vite, vous avez peut-être vu ces cartes du réseau de la toile d'araignée clunisienne. Très vite, ils vont créer une espèce de multinationale monastique, bénédictine, qui va couvrir toute l'Europe, obéissant à l'abbé de Cluny. À Cluny, c'est une poignée d'abbés qui se succèdent, mais qui sont des gens très brillants et qui vont se succéder jusqu'au XIIIe siècle, et
qui vont donc redresser l'Église. Et si après l'an 1000, autour de l'an 1000, l'Église arrive à se redresser, c'est à cause de ces moines. Et ce sont des abbés de Cluny ou des moines de Cluny qui vont devenir papes au XIe siècle, au XIe siècle, pardon, et qui vont amorcer la grande réforme qui va porter, qui va faire de l'Église ce qu'elle sera au Moyen Âge, c'est-à-dire le moteur du progrès, le moteur de la civilisation et le soutien de la société. Enfin, c'est très important, cette réforme grégorienne, avec le pape Grégoire VII, Grégoire le Grand et ses prédécesseurs et son successeur, Urbain II, vont donc réformer l'Église romaine et lui donner une aura sans pareil, une autorité sans pareil. Les souverains, les seigneurs et les souverains, bien sûr, se soumettront à cette Église. Et c'est une puissance qui durera jusqu'à Philippe le Bel. Vous connaissez ces différents. Philippe le Bel, le petit-fils de Saint-Louis, en 1300, aux alentours de 1300, là, il commence à penser que l'Église, elle commence à être envahissante, et puis il va s'émanciper. Mais en attendant, 11e, 12e siècle, pendant ces 3 siècles du beau Moyen-Âge, c'est l'Église qui va donner à notre société occidentale, notre chrétienté, la France, en bref, la France avec quelques marges, sa puissance, la puissance qu'on va lui connaître, lui permettre de grandir comme il convient. Et en particulier, c'est cette Église qui va christianiser, si on veut, ou qui va adoucir les mœurs des guerriers, qui va introduire l'adoubement des chevaliers, les chevaliers ont la vocation de se mettre au service de la veuve et de l'orphelin, on leur interdit les crimes, on leur interdit de combattre les jours saints, on leur interdit de combattre 3-4 jours par semaine, enfin bon bref, ils civilisent les mœurs des guerriers, ils essaient de leur imposer une discipline, donc ils mettent fin à la violence des premiers temps du Moyen-Âge, et puis ils permettent à cette société donc de grandir. Alors, ça va durer jusqu'à la fin du XIIIe siècle. Cette période, le beau Moyen-Âge, se termine au XIIIe siècle, et donc le beau Moyen-Âge, c'est le Moyen-Âge français par excellence. Et le grand roi de l'époque, bon, c'est Louis IX, c'est Saint-Louis, qui représente l'idéal chrétien et qui lui-même va porter la France à son apogée. La France, Saint-Louis est l'arbitre de tous les souverains, celui qui impose un règlement au roi d'Angleterre, à son rival. Il est l'arbitre donc international. Il est aussi le grand fondateur de la justice moderne. C'est Saint-Louis qui fonde la justice comme on entend aujourd'hui. Jusque-là, dans les premiers siècles du Moyen-Âge, bon, la justice était dévolue au seigneur du coin. Hein, c'était le seigneur qui réglait qui faisait justice à sa manière et de la façon la plus arbitraire possible. Et puis là, c'est Saint-Louis, c'est à l'époque de Saint-Louis, sous le long règne de Saint-Louis, que va se mettre en place la justice moderne, en France d'abord, et puis bien sûr après dans tous les pays européens, et puis après bien sûr aujourd'hui dans tous les pays civilisés de la planète, avec les principes que l'on connaît, c'est-à-dire des tribunaux de proximité, et puis des tribunaux d'appel, et puis une cour de cassation, bon, et des magistrats qui sont intègres sous la surveillance du souverain. Enfin, tout cela se met en place à l'époque de Saint-Louis. Saint-Louis, c'est pas seulement le roi qui est sous son chêne et puis qui rend la justice, hein, c'est l'image que l'on a, mais c'est avant tout un organisateur, un gestionnaire qui organise donc cette justice comme on la connaît aujourd'hui. Hein. La justice d'aujourd'hui, c'est la justice de Saint-Louis.
C'est en France que ça se passe. Et voilà, et c'est ainsi que l'on va développer ce système judiciaire dans tous les pays, d'abord d'Europe, et puis aujourd'hui dans le reste du monde. Alors, tout cela prend fin, si on veut, au XIVe siècle. Bon, je vous avais parlé d'un redout climatique, là, hein, qui avait favorisé les cultures, qui avait favorisé l'expansion économique. Bon, et puis là, il y a un refroidissement, le petit âge glaciaire, qui va durer jusqu'au XVIIe siècle, jusqu'au XVIIIe et même, oui. Un petit âge glaciaire, un petit refroidissement, qui occasionne un peu plus de famine, un peu plus de zones un peu plus de périodes pluvieuses. Et puis aussi, à l'issue de ces 3 siècles de prospérité, où la population de l'Europe a beaucoup cru, la population de la France a beaucoup cru, eh bien, les territoires sont un peu surpeuplés, donc sont plus fragiles. Et quand survient la peste en 1347, là c'est la catastrophe, bien sûr. En plus de la peste, il y a la guerre entre les Français et les Anglais, les dynasties rivales, les Valois et les Plantagenets. Bon, donc, c'est plus une guerre de dynastie que de nations, bien sûr, à l'époque. Et voilà, donc c'est une période sombre qui s'amorce. Dans cette période, ou à l'orée de cette période, le roi Philippe le Bel, dont je vous ai parlé, le petit-fils du grand saint roi, du grand Saint Louis, eh bien, comme je vous disais, il trouvait que l'Église commençait à devenir un peu encombrante. Et puis lui-même avait des besoins financiers importants, il orgnait un petit peu sur les privilèges de l'Église, et donc il en vient à amorcer ce qui sera l'amorce de la laïcité, c'est-à-dire il commence à penser que l'État c'est une chose, l'Église c'en est une autre. Ça se passe, c'est une affaire qui survient, qui est illustrée par la gifle d'Ananie, c'est-à-dire qu'à un moment il envoie son conseiller, son ministre à Rome pour régler un différend financier avec le pape. Et puis le pape se réfugiait dans une petite ville au sud de Rome, à Anagni. Et là, le conseiller Nogaret entre dans la chambre du pape, ils en viennent à se battre, ça fait un scandale. Bon, le pape est secoué parce qu'on n'a jamais battu un pape depuis 3 siècles, comme ça. Et donc il meurt quelques semaines après. Mais l'idée est acquise que l'idée commence à émerger, en tout cas, que l'État c'est une chose et l'Église c'en est une autre. C'est un mouvement qui ne va plus cesser en France jusqu'à la loi de 1905, de séparation des Églises et de l'État. Donc c'est un mouvement vers la laïcité. La France a inventé la laïcité. Ça ne se voit nulle part ailleurs. Il n'y a aucun pays, aucune autre civilisation qui auparavant a pensé la séparation de la religion et de l'État. Donc, Philippe le Bel et ses successeurs, parce que le mouvement ne va jamais s'interrompre, hein, on va toujours aller vers une séparation croissante des affaires religieuses et des affaires étatiques, eh bien, voilà, Philippe le Bel amorce cette séparation de l'Église et de l'État. Bon, je vous avais dit qu'il y avait ensuite, après Philippe le Bel, Philippe le Bel a 3 fils qui vont se succéder sur le trône, et puis les 3 fils n'ont pas d'héritier mâle, donc du coup, il y a les rivalités que vous savez, la guerre de 100 ans avec le roi d'Angleterre qui revendique la couronne de France. Alors, avant d'aller vers la suite, je voudrais évoquer quand même le plus grand apport de la France, et en particulier de la chrétienté médiévale, de la France médiévale, à l'humanité et eux, parce que je veux dire que l'émancipation de la femme, la libération de la femme, est née en France, dans cet hexagone,
que l'on appelle aujourd'hui France, elle est née au Xe siècle, au XIe siècle, pardon. Elle est née, elle est le fait de l'Église. Elle est le fait de l'Église et aussi des cours aristocratiques. Cette émancipation naît entre la Garonne et la Seine, si on veut. C'est là que les femmes du monde entier aujourd'hui, si elles peuvent revendiquer et obtenir, enfin, et vivre une égalité de droits avec les hommes, c'est là, c'est pas ailleurs, c'est entre la Seine et la Garonne que ça s'est passé. Alors, c'était au XIIe siècle, au XIe siècle, XIIe siècle. Premièrement, c'est l'Église qui là aussi est acteur ou actrice. L'Église instaure un truc absolument inédit, révolutionnaire, au moins dans les civilisations existantes. Le mariage monogamique, bon ça va, les Romains étaient déjà monogames, mais surtout le mariage par consentement mutuel et entre adultes consentants. Alors ça c'est quand même exceptionnel. Aujourd'hui, en Inde, par exemple, l'immense majorité des femmes sont mariées à la naissance, à peu près. Les parents s'accordent avec d'autres parents pour dire voilà, notre fille épousera votre garçon quand ils seront grands. Le mariage dans beaucoup de pays, y compris dans une grande fraction de l'ère musulmane, de l'arc musulman, mais les choses sont beaucoup très nuancées. Hein. Le mariage entre cousins reste la norme. Une fille épouse son cousin, personne d'autre, parce qu'il s'agit que les biens se conservent dans la famille. Hein, il ne faut pas que la fille héritant de ses parents, elle puisse divulguer les biens, transmettre les biens à un clan étranger, à des gens différents. Donc voilà. C'est en France que s'impose le mariage entre adultes consentants, l'interdiction du mariage entre enfants, et puis devant un témoin, enfin bon, bref. Donc le mariage régulier, voilà. Et qui plus est, l'Église va imposer en plus l'interdiction très sévère de l'inceste, le mariage entre cousins justement. Ça aussi, c'est assez révolutionnaire. Donc ça va faciliter ça va avoir un effet. Elle l'impose surtout aux familles aristocratiques, parce que dans les villages, c'est difficile. Dans les villages qui sont isolés, on ferme les yeux. Bon, c'est difficile d'empêcher une fille d'épouser un quelconque cousin, parce que sinon, tout le monde sera obligé de rester célibataire. Mais c'est surtout au niveau des familles aristocratiques que l'on va imposer, que l'Église va veiller à cette règle. C'est comme ça que l'un des rois, un des descendants du Gukapé, l'un des premiers descendants, est obligé d'aller chercher son épouse à Kiev. C'est Anne de Kiev. Parce qu'il ne trouve pas de princesse qui pourrait, à proximité, lui garantir qu'il n'y aura pas de consanguinité. Et comme il ne veut pas d'histoire avec l'Église, on est encore à l'époque, là, au XIe siècle, où l'Église est toute puissante. Bon, il ne veut pas d'histoire avec l'Église parce que son père, Robert le Pieux, a eu pas mal a eu des problèmes, justement, de ce côté-là. Donc lui, il va chercher une épouse à Kiev. Bon, c'est comme ça qu'ils auront un fils qui s'appellera Philippe. Philippe, c'était pas un prénom local, hein. C'est un prénom, Philippe, c'est un prénom grec. Mais c'est pour ça que le prénom Philippe est entré dans notre culture. Et donc, voilà à quoi ça mène. Hein. Et il y a plein de souverains qui vont être obligés de divorcer, comme c'est Philippe Ier, notamment.
Eh bien, justement celui-là, à cause, parce qu'on lui dira, ben, ton épouse, elle est un peu trop proche de toi par le sang. Parce que l'Église interdit la consanguinité jusqu'au 7e degré. Ah oui, c'est pas le mariage entre cousins germains, jusqu'au 7e degré. Bon. Après, elle mettra de l'eau dans son vin, hein, parce que elle mettra beaucoup d'eau dans son vin, puisque Louis XIV, mais là, je ne veux pas dire, enfin, Louis XIV, il épousera sa cousine, enfin, ils sont deux fois cousins, quoi, 2 fois cousins germains. Marie-Thérèse et Louis XIV, donc ils sont 2 fois cousins germains. Bon, bref. Mais au Moyen-Âge, c'est efficace pour resserrer les liens entre toutes les familles aristocratiques, et donc pour resserrer la civilisation européenne, puisque tous les gouvernants sont plus ou moins cousins les uns avec les autres, à cause de cette obligation de se marier, d'aller chercher loin son épouse. Donc la consanguinité interdite, ça empêche donc les mariages, la culture clanique, ça met à bas la culture clanique, et ça permet de développer le sentiment de national, hein, puisque on élargit sa communauté bien au-delà du clan familial. Voilà donc l'apport de l'Église. Et alors, je vous disais que l'Église a institué le mariage comme ça, irrévocable aussi, hein, excusez-moi, j'ai oublié de dire, irrévocable, c'est très important, c'est-à-dire que la répudiation est interdite dans tous les cas, sauf la consanguinité, justement. C'est le seul cas où la consanguinité est l'impuissance du mari. Bon. Alors voilà, mais ce facteur-là sera assez peu revendiqué quand il s'agira d'annuler un mariage. Par contre, la consanguinité, ça, on y arrivera. Mais l'adultère n'est pas un motif d'annulation de mariage, y compris l'adultère de la femme. Alors là, je ne vous dis pas, hein, quelles sont les civilisations où l'on tolère l'adultère de la femme. Et je suis venu en vous parlant de Philippe le Bel, parce que Philippe le Bel avait 3 fils. Et vous connaissez peut-être leur histoire, les amants de la Tour de Nesle. Ça a fait l'objet de films, de livres. Les Rois maudits. Vous connaissez les Rois maudits de Maurice Druon. Ça raconte cette histoire des 3 fils de Philippe le Bel. Philippe le Bel, qui est lui-même un type très bien, a 3 fils. Et les 2 épouses, les épouses de 2 de ses fils, ont l'idée saugrenue d'aller faire des parties fines avec des jeunes godelureaux, là. Voilà. Elles trompent leur mari dans la tour de Nesle. Et la 3e épouse se contente, elle, de regarder. Vraiment, c'est ce qu'il ne faut pas faire, hein, surtout quand on est princesse, quand on est l'épouse d'une personne appelée à régner. Vous comprenez bien, c'est une atteinte à l'intégrité, à la sécurité de l'État. C'est une atteinte à la sécurité de l'État. Parce que l'épouse qui trompe son mari étant l'héritier du trône, si elle est enceinte, on va mettre en doute la légitimité de son fils. Et du coup, ça débouchera sur une guerre civile. Donc là, ça dépasse la question privée. Hein. Ce n'est pas une affaire privée, c'est une affaire d'État. Donc du coup, quand le scandale est révélé, évidemment, le roi prend cela très mal, et ça se comprend. Alors, le sort des 2 godelureaux, là, ils se sont payés du bon temps, mais là, pour la suite, ils vont le regretter, hein, parce qu'on ne leur fait pas de quartier. On passe tous les supplices, ils meurent dans les pires supplices. Par contre, les 2 épouses, elles sont simplement envoyées en prison. Cela pour vous dire que l'Église, même dans le cas de ce genre d'adultère, n'autorise pas l'annulation du mariage. Et les fils du roi Philippe le Bel auraient bien voulu
pouvoir se remarier. Ils ne peuvent pas. Leur femme est en prison. Ils ne sont pas susceptibles d'avoir les enfants, le fils qu'ils auraient espéré. Et voilà. Du coup, ils ne peuvent pas se remarier. L'Église n'autorise pas l'annulation du mariage. Le résultat, c'est que les 3 fils vont régner l'un après l'autre, sans avoir d'héritier mâle. Et bon, ça va déboucher sur l'histoire, enfin c'est très compliqué, mais ça va déboucher sur la guerre de 100 ans, comme vous savez. Voilà, donc c'est très important. Alors, j'en reviens à l'idée centrale, c'est que l'Église a valorisé le mariage comme on le connaît aujourd'hui, irrévocable, qu'on l'a connu longtemps, mais enfin, elle interdit la répudiation. Parce qu'à l'époque, le mariage révocable, c'était la répudiation de la femme. Aucune femme dans les sociétés anciennes ne se serait permise de répudier son mari, je veux dire de le quitter, parce qu'elle perdait toutes ses ressources. Elle était vouée à la rue, elle tombait à la rue, quoi. Par contre, voilà, c'était un droit pour le mari d'en faire à sa guise avec sa femme. Donc là, c'est voilà, le mariage, ce mariage irrévocable et ce mariage entre adultes consentants va contribuer à promouvoir la femme, le statut de la femme, qui va atteindre un sommet. Au Moyen Âge, en France, et plus ou moins dans les périphéries de la France, eh bien, la femme a un statut qui est quasiment celui d'un homme. Les femmes travaillent, les femmes font tous les métiers, elles sont médecins. Alors on ne dit pas médecine, on dit miresse à l'époque, je trouve ça joli. Miresse, une femme médecin, c'est une miresse. Bon. Elles sont maîtres d'école, elles sont tout ce qu'on veut, elles sont chefs de guerre, pardonnez-moi, mais elles sont chefs de guerre. Et il n'y a pas que Jeanne d'Arc à faire la guerre. Il y a la comtesse Mathilde, il y a Aliénor d'Aquitaine, tenez, on en connaît comme ça. Aliénor d'Aquitaine, attendez, c'était des femmes, voilà, c'est assez extraordinaire de voir, des femmes qui accèdent à ce statut, qui commandent des hommes, qui commandent des brutes, qui commandent des soudards, et qui les font marcher au pas. C'est pas mal quand même. Bon, ça se passe, encore une fois, c'est un acquis de cette civilisation en voie d'émerger, quoi, qui est la nôtre. Voilà, donc ça c'est très important. Après, on peut développer, alors je développe bien sûr jusqu'à nos jours les apports de notre culture, de notre société française, mais on voit déjà le plus important se passe dans ces 3 siècles du Moyen-Âge, du beau Moyen-Âge, qui sont vraiment le Moyen-Âge français par excellence, où l'on jette les bases de la civilisation européenne, et donc c'est en France que ça se passe. Alors, on parlait de l'économie. Parlons de l'économie. Le capitalisme. Bon, alors c'est quoi le capitalisme ? Le mot est inventé par un Français d'ailleurs, un peu plus tard. Mais capitalisme, il désigne la mise en commun, au sens brut, au sens, voilà, je ne parle pas de questions morales ou autres, mais il désigne la mise en commun de ressources financières pour bâtir un projet. Eh bien, le capitalisme, il naît, alors là, je suis très fier de le dire, à Toulouse, parce que c'est ma ville. Bon, eh bien, il naît à Toulouse, c'est daté. La première société par action apparaît à Toulouse. Qu'est-ce que c'est ? Alors, Toulouse, traversée par la Garonne, il y a des torrents sur la Garonne. Et alors, il y a plusieurs minotiers qui ont des moulins sur la Garonne. Et puis, il faut réguler le cours de la Garonne, et ça nécessite des investissements très lourds. Et donc, ces minotiers, ils ont l'idée de constituer une société par action, qui sera la société du Basacle, du nom du lieu. Et là, ils vont réunir leurs économies, et puis, avec ces économies, ils vont pouvoir
investir dans un barrage puissant, et voilà. La société du Basacle qui va durer je crois que jusqu'au XXe siècle, hein. C'est pas mal. Et alors, c'est la première société par action, c'est-à-dire qu'il crée ses actions et puis ensuite, ces actions seront vendables. Enfin, elles ne seront pas nominatives, elles vont pouvoir... les détenteurs, les premiers détenteurs de ces actions vont pouvoir les céder. Donc, c'est vraiment le capitalisme à son origine qui naît à ce moment-là. Vous voyez, donc, on est vraiment à l'orée de notre société, de notre civilisation et de tous les instruments de la culture moderne se mettent en place dans cette période-là. Après, la liste est longue de tous les apports de la France. Je vais en citer encore quelques-uns, mais arrivent les guerres de religion, vous savez, au XVIe siècle. Bon, elle se clôture avec Henri IV. Bon, Henri IV, édit de Nantes. Eh bien, l'édit de Nantes est le premier édit de tolérance. L'idée que on peut vivre dans un pays sans partager la religion de son souverain. Ben, c'est nouveau, en ayant tous les droits. Voilà, c'est nouveau, ben, c'est là que ça se passe. Henri IV aussi, dans l'édit de Nantes, on l'oublie un petit peu, il inscrit un article concernant l'amnistie. À l'issue des guerres de religion qui ont été atroces pendant 30 ans, il y a un article qui s'appelle Amnistie, du grec oublié, qui prescrit que, à dater de cet édit, tous les crimes commis d'un côté ou de l'autre par les acteurs des guerres de religion seront oubliés. On n'aura pas le droit, sous peine de mort, tout simplement, pas moins, on n'aura pas le droit de chercher vengeance pour ces crimes. C'est révolutionnaire, mais... Alors, l'amnistie, il y a eu des ébauches d'amnistie à l'époque grecque antique, hein, mais qui n'avaient pas tout à fait pris cette forme. Et là, il y a un article sur l'amnistie, définition d'amnistie, que je vous recommande, parce que c'est pas mal, définit cela comme le moyen de passer à autre chose après une guerre atroce, quoi, comme celle-là. Et puis, les guerres de religion, ça secoue, hein. Il y a 2 confessions en France qui se sont battues, comme dans le reste de l'Europe. Ça secoue. Et donc, au XVIIe siècle, sous Louis XIII, dans les salons parisiens, à l'époque de Louis XIII, le fils d'Henri IV, dans les salons parisiens, l'aristocratie, elle commence à prendre la religion avec un peu de recul. C'est là que la France invente encore quelque chose. Je vous le donne à 1000. Eh bien, elle invente l'athéisme. Après avoir inventé la tolérance, elle invente l'athéisme. C'est-à-dire que le mot lui-même est inventé par Jean Calvin. Jean Calvin, futur prédicateur d'Athènes, de Genève, Jean Calvin, qui est un Français lui-même, publie un livre où il dénonce les libertins. Les libertins, c'est-à-dire les types qui sont trop libres de penser, quoi. Et il dénonce l'athéisme, c'est lui qui donne le mot, l'athéisme de ces gens-là. Le premier, c'est un poète, là, Théophile de Viau, enfin bon, mais il y a plein de gens comme ça, dans les cercles intellectuels des salons parisiens, qui ont l'esprit libre. Alors, libertins à l'époque, au début, c'est pas des libertins au sens sexuel que l'on donne aujourd'hui au mot, c'est des libertins au sens religieux, des types qui pensent que la religion est, ils n'en ont rien à cirer, quoi, de la religion, et ils s'en contrefichent et ils n'hésitent pas, voilà, à insulter Dieu et ses prophètes. Et donc, voilà encore un acquis voilà, une invention, si je peux dire, de la France. Alors, bon, la liste est longue ensuite, et je ne voudrais pas aller jusqu'au bout, parce que sinon on en aurait pour toute la nuit.
Et donc voilà. Mais si vous voulez, ensuite viennent... alors, bon, la France va ensuite marcher de concert avec les autres nations européennes. C'est-à-dire qu'au sortir du Moyen-Âge, bon, l'Europe elle-même n'est plus centrée sur la France, mais il y a des nations qui se sont constituées et qui vont rivaliser les unes avec les autres. Et là, on a une civilisation qui devient le produit de cette diversité nationale. Hein. Chacun apporte sa contribution, les Anglais, les Espagnols, les Allemands, les Italiens. Chacun à sa manière apporte sa contribution. Et on pourrait faire aussi un livre sur ce qu'a apporté l'Angleterre au monde, et l'Allemagne, et l'Italie, bien sûr, et l'Espagne, et beaucoup d'autres pays. Hein. Mais là, moi, ce que j'ai voulu souligner, pour prendre le contre-pied du livre dont je vous parlais, là, dans cette histoire française du monde, ce que j'ai voulu souligner, ce sont tous les apports spécifiques de la France. C'est-à-dire tous ceux qui n'auraient pas existé sans ce petit territoire hexagonal au milieu de la péninsule d'Europe, quoi. Voilà, c'est ce que j'ai voulu montrer. Et comme je vous dis, après, voilà, jusqu'à nos jours, hein, la France apporte elle-même, continue d'apporter beaucoup de contributions au monde. Les États-Unis ne seraient pas ce qu'ils sont sans les Français. Bon, bien sûr, vous le savez, à travers Lafayette, les guerres d'indépendance. Mais Tocqueville, l'écrivain Alexis de Tocqueville, auteur de La démocratie en Amérique, il a développé l'idée, j'allais dire donné à croire, que les États-Unis étaient la terre de la démocratie. Et donc, il a lui-même créé le mythe américain du pays de la démocratie, etc., est né avec Alexis de Tocqueville. Bon, on peut en discuter de ce mythe. On peut en discuter. Les États-Unis sont, bon, en 1790, à peine indépendants, ils instaurent une définition de la citoyenneté. Sont citoyens tous les white free men, hommes blancs libres. Point final. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le droit du sol. C'est-à-dire qu'un blanc libre qui arrive aux États-Unis, il est aussitôt citoyen américain. Enfin, presque aussitôt, 5 ans. Si vous êtes en avion, enfin, je parle à une dame, vous êtes en avion, vous accouchez dans l'avion au-dessus des États-Unis, votre enfant est ipso facto citoyen américain. Ça veut dire qu'une fois âgé, une fois adulte, il devra rendre des comptes au fisc américain, qu'il le veuille ou non. Non, mais voilà, c'est ce qu'on appelle le droit du sol aux États-Unis. Donc voilà, alors, bon, le pays de la démocratie qui réserve la citoyenneté aux white free men, à l'exclusion des plus anciens habitants des États-Unis, c'est-à-dire les Amérindiens et les Noirs, ça laisse à désirer, quoi. Bon, mais ça fait rien. C'est Alexis Tocqueville, un Français, qui a développé cette idée que cultivent aujourd'hui les Américains, et c'est tant mieux pour eux. Après, bon, ben oui, les Américains, c'est encore la statue de la liberté, hein, c'est Bertholdi, et voilà. Plus près de nous, ben oui, il y a les mythes français, Victor Hugo et compagnie, qui ont inspiré, qui ont eu un rayonnement mondial. Bon, on en vient, à notre époque où on a mis en concurrence avec tous les autres pays européens et tous les autres pays du monde, bien sûr, des apports importants de la France, mais c'est un peu moins ce que c'était il y a quelques siècles. Aujourd'hui, je ne développerai pas pour ce qui se passe aujourd'hui. Mais voilà, je crois que notre pays a une histoire
pleine de richesses, enfin qui est très attendrissante, et qui mérite d'être connue. Et je pense que, voilà, j'aimerais que l'on enseigne cette histoire un peu dans ce sens-là aussi à notre jeunesse, plutôt que de tout ramener à ce qu'on appelle la colonisation et la collaboration. Voilà. Si, pardon. Alors, oui, la colonisation, vous savez, quand vous y regardez de près, la colonisation, c'est la gauche républicaine qui, pendant 30 ans, a entrepris de coloniser l'Afrique et l'Indochine. Ça, c'est ce qu'on dénonce comme la colonisation, et qui était une aberration, c'était 30 ans. Dans notre histoire, c'est pas beaucoup. Hein. Comment ? 1872, 1872, c'est une déclaration de Gambetta, là-dessus. Non, 1872, je préfère dire que c'est d'Israéli, parce que les Anglais et les Français étaient en cheville dans ce domaine. La course au drapeau, disons, la colonisation, c'est plutôt ça, quoi. 1872, 1900, Madagascar, c'est 1905, 1912, le Maroc, voilà. C'est dans cette période-là qu'on se met en tête de civiliser les races inférieures. Donc voilà, c'est la République qui veut ça. Au nom des valeurs universelles, droits de l'homme et tout ce qui s'ensuit. Que l'on possède, nous, pas les autres. Voilà, oui. Oh, ouais, on pourrait en parler. Enfin, c'est un autre sujet. Le racisme, tenez, dont on parle. Bon, il faut quand même rappeler que, vous le savez sans doute, hein, 1920, 1918, après la Première Guerre mondiale, les intellectuels américains, beaucoup de gens américains, Joséphine Baker, arrivent en France, se réfugient en France, parce que c'est en France ils sont vus comme des êtres humains, pas comme des Noirs. Joséphine Baker, en 1963, elle figure avec aux côtés de Martin Luther King sur le Washington Mall. 250 000 personnes qui manifestent pour l'émancipation des Noirs. C'est là que Martin Luther King fait son grand discours, « I have a dream ». Et c'est là que Joséphine Baker intervient. J'ai beaucoup souffert dans ma jeunesse. Ma maison a brûlé, j'ai été chassée. Elle raconte tous ses malheurs. Et puis j'ai fui. Et je suis arrivé dans un pays, je peux vous dire que ce pays est un paradis. Voulez-vous savoir lequel? Voilà. C'est ce que dit Joséphine Baker. Elle mérite sa place au Panthéon. Voilà. Donc, bon, je crois que d'ailleurs que je conclue avec elle. En tout cas, si, voilà, j'ai survolé, bon, j'ai voulu insister sur le Moyen-Âge, parce que je vous dis, c'est la période fondatrice. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la suite, mais bon, je vous l'ai dit là-dedans, hein, c'est pas... Enfin, en tout cas, si vous le voulez bien, je suis prêt à répondre à des précisions. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.